Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Après le sommet de la CEDEAO à Lomé, la toute première réunion du comité de suivi est annoncée pour lundi prochain. Cette rencontre intervient dans un contexte de risque de reprise des manifestations de rue après la reprise des activités de la CENI sans la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Quelle décision de ce comité pour ramener la sérénité? Nous allons débattre dans cette émission. Dans 2 semaines exactement, la reprise des classes devait être constatée au Togo. Les vacances n'auraient duré qu'un petit mois. Les parents et apprenants seraient-ils prêts pour la rentrée du 24 prochain? Nous allons également en parler. Enfin, sommet Chine-Afrique. Que retenir de cette 3e rencontre de Beijing? Nos invités, ils sont 3 déjà en place. Spero Maole, il est le président du CACIT, collectif des associations de lutte contre l'impunité au Togo. Ibrahima Atta, il est le directeur de la publication de Temps Nouveau. Et Idelphonse Akpaki, directeur du site d'information La Gazette du Togo. Les spécialistes sur Pyramide FM, merci de votre confiance. Le plaisir est partagé. Ibrahim Atta, également. Côté Ibrahim, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Honoré, bonsoir aux éditeurs et auditrices de Pyramide FM. Idelphonse Akpaki, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Honoré et bonsoir tout le monde. La reprise des classes, c'est pour le 24 septembre prochain dans l'établissement du primaire et du secondaire au Togo, après un mois de vacances, on va le dire comme ça. Les parents, je suppose, un parent d'élèves autour de ce plateau. Défense, comment est-ce que vous préparez? La rentrée Togo. Vous savez, dans un passé récent, j'ai appris qu'il y a eu un contrat entre les autorités togolaises et les enseignants, c'est-à-dire le syndicat qui défend les intérêts des enseignants. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'on nous a dit que des lois ont été votées parce qu'entre-temps, autorités et syndicalistes se sont entendus. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que du côté des syndicalistes, les voix s'élèvent encore pour dénoncer un certain nombre de choses. Ce qui veut dire que tout ce qui a été conclu avec ces enseignants-là et qui devait être mis en application n'a pas été fait. Alors, ces syndicats disent quoi encore? Les syndicats disent que ce qui est contenu dans ce qu'ils ont signé avec les autorités togolaises, ces autorités-là n'exécutent pas les termes même de ce contrat. Ce qui fait dire à beaucoup de personnes aujourd'hui que la rentrée prochaine est incertaine. Parce que vous savez tout ce qui se passe à la rentrée au Togo. On est habitué à quoi? Aux grèves. On est habitué à la non-satisfaction de certaines doléances de ces enseignants qui, il y a des années, posent les mêmes problèmes. Et voilà. Ça, c'est pour l'État, on va dire, vous-même. C'est l'État qui, peut-être, par rapport à ce que les doléances des enseignants ne seraient pas prêtes. Mais vous, à votre niveau, la date est fixée pour le 24. J'aimerais être honnête avec ma conscience pour dire, je ne sais pas quand l'année scolaire a commencé, je ne sais pas quand ça s'est terminé. Ou comme vous dites, vous avez dit aujourd'hui dans la présentation, dans votre introduction, vous avez laissé passer une expression qui dit juste un mois. Est-ce que depuis toujours, les vacances c'était pour un mois? Si les vacances étaient prévues pour un mois, aujourd'hui, je suis sûr que la manière dont vous avez présenté les choses laisse à désirer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas, donc ce qui veut dire que je suis aussi inquiet. Ibrahim Atta, vous l'avez également constaté, à peine on parle des vacances, à peine on annonce également la rentrée. Oui, puisque on se rappelle, l'autre samedi, officiellement, ce sont les résultats du bac 2. Ça veut dire qu'on suppose que c'est à partir de ce moment-là que les vacances ont véritablement commencé. Oui, selon le découpage, c'est dit que les vacances vont commencer le 24 août et la rentrée c'est prévu pour le 24 septembre. Un mois. Donc juste un mois. Et tous les parents sont avisés et tout le monde était déjà au courant que les vacances vont durer seulement un seul mois. Ce n'est un mois de vacances. Vous savez, l'année précédente académique passée
pas connu des soubresauts et tout le monde, personne n'a pensé que l'année allait aller à terme avec des examens qui allaient se dérouler et même voir les élèves passer ces examens et passer en classe supérieure. Donc heureusement ça a pu aboutir, l'année a pu aboutir et il y a eu des résultats. Je crois que le taux de réussite ne nous satisfait pas, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a quand même à un moment donné une certaine accalmie qui est intervenue, ce qui a favorisé l'organisation de ces examens dans de bonnes conditions, ou bien disons, ce qui a permis à ce que l'année puisse être achevée sans trop de gravures. Aujourd'hui, on nous parle de 1 mois et c'est vrai que le 24, les élèves vont reprendre le chemin des écoles. Et en tant que parents, nous nous préparons bien évidemment à réunir les fonds nécessaires pour les fournitures, et voir éventuellement comment aussi payer les frais de scolarité, et sans oublier aussi que quand on parle de l'année académique, il y a beaucoup de choses en amont. Il faut préparer psychologiquement les enfants, il faut leur faire connaître au moins les toutes premières leçons de la classe supérieure, c'est-à-dire que la classe qu'ils auront à faire à la rentrée. Et non seulement ça aussi, il faut aussi voir du côté du gouvernement quelles sont les actions menées pendant les vacances pour que la rentrée prochaine ne connaisse plus les soubresauts et les agitations que la précédente a connues. Donc c'est sur ce point que nous demandons de la part du gouvernement de faire un effort pour évacuer les points en suspens par rapport aux revendications des enseignants et aussi ne pas attendre la rentrée avant de rentrer en contact avec le monde des syndicats, c'est-à-dire les syndicats des enseignants du Togo, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à dire et quand vous prenez même la dernière fois ce qui s'est passé au niveau du Conseil des ministres, l'adoption de leur statut particulier, au-delà de ce statut particulier, il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de revendications, notamment quand on prend la surpopulation, je veux parler des classes qui sont qui dépassent même les normes en matière d'effectifs, des effectifs pléthoriques, le manque d'enseignants dans certaines localités et même dans certains lycées. Vous allez voir tout un lycée qui n'a pas de professeur de mathématiques et on s'en accommode, vous voyez. Donc il y a beaucoup de choses à faire pendant ces vacances pour que la rentrée prochaine soit abordée avec beaucoup plus de sérénité. Ça c'est beaucoup plus à tous les niveaux. Sur Maolé, quand on parle de la reprise des cours dans un délai d'1 mois, vous en tant qu'enseignant, quelle incidence ça peut avoir sur ces apprenants-là? Je voudrais d'abord souligner que si on place la rentrée sur le 24, ça n'a pas les mêmes conséquences selon le niveau de l'apprenant. Lorsque vous prenez ceux qui vont faire la première année de l'enseignement supérieur, ils n'ont pas 1 mois juste, parce que eux, probablement, c'est autour du 15 octobre, fin octobre, qu'ils vont faire la rentrée. Ça leur laisse quand même un peu plus de temps. Mais par contre, quand vous prenez... Ceux qui ont échoué, bon, ils sont dedans. Voilà, ceux qui ont fait la terminale, ils ont échoué, ils sont dedans. Échoué, malheureusement, eux, ils n'auront pas eu 1 mois. Et si on prélève encore le temps qu'ils ont eu à pleurer, je ne sais pas si moralement et psychologiquement, ils seront prêts pour recommencer. Donc, du côté des élèves, c'est vrai que généralement, même quand on donne les 2 mois et demi, nous sommes habitués à envoyer les élèves faire les cours de vacances, et donc ça leur prenait encore pratiquement 1 mois, et donc en réalité ils se reposent effectivement sur 1 mois. C'est dommage parce que les enfants, surtout quand ils sont au secondaire, n'ont pas le temps de récupérer véritablement sur le plan physique avant de continuer. Et ce n'est pas une bonne chose. Mais ici, au moins, on aura nous donné un argument par rapport à comment l'année s'est déroulée. On a dû faire des gymnastiques pas possible pour que ça se termine. Et donc, forcément, il faut reprendre assez tôt pour rattraper sur l'année prochaine. En priant pour que l'année prochaine soit un peu plus stable. Et ce qui actuellement n'est pas encore gagné à 100%. Étant entendu que, comme le disait tout à l'heure mon
mon frère, mon cher ami de Isidore, Ildefonse, c'est probable qu'il y aurait encore des mouvements des enseignants. Vous savez que les enseignants, ils n'ont que 2 périodes pour faire leur mouvement, à la rentrée et vers l'approche des examens. C'est là où la pression peut être importante. Donc on va attendre voir comment la rentrée va être et puis on va voir comment la fin de l'année sera. Bon, maintenant, du côté des parents, vous savez que malheureusement, le panier de la ménagère, comme on a l'expression, le panier de la ménagère au Togo est très faible. Et donc, dans tous les cas, qu'on mette la rentrée sur le mois d'octobre ou sur le mois de décembre, nos difficultés financières sont telles que ça fera toujours mal. Et les parents seront obligés de se sacrifier. Surtout qu'avec les crises politiques qu'on a eues depuis août 2017, les problèmes financiers se sont accrus pour la plupart des Togolais. J'avoue que ça va être extraordinaire. Moi-même, je sais ce que je ressens chez moi. Et donc, j'imagine que ça doit être la même chose pour la plupart des Togolais. Et quand on se considère, nous, comme étant des cadres, donc à revenus un peu plus substantiels, vous imaginez un peu ce que ça doit être pour nos autres frères qui ont déjà du mal à joindre les 2 bouts en temps normal. Donc j'avoue que ça va être extraordinaire. Et ça ne va pas m'étonner qu'à la rentrée, les élèves se pointent avec juste un cahier ou un ancien cahier, en espérant que jusqu'à fin septembre, on aurait pu se stabiliser un tout petit peu pour pouvoir financer. Donc voilà un peu. Maintenant, il y a un drame, c'est que je n'ai pas l'impression qu'on ait eu à faire le bilan de l'année écoulée. Un bilan réaliste. Parce qu'au-delà des taux qu'on nous présente, il y a toujours les petits cadeaux qu'on fait aux étudiants, aux élèves qui sont allés à l'examen, que nous appelons les points de jury, et qui malheureusement permettent à des étudiants qui n'ont pas eu les 10 réellement d'être acceptés comme admis. Est-ce que ce chiffre-là n'a pas augmenté? Est-ce que ça conforte notre système éducatif? Voilà autant de questions pour lesquelles, normalement, les responsables de l'enseignement doivent s'asseoir forcément avec les chefs d'établissement, avec les parents, pour discuter d'abord avant de relancer une nouvelle année. Bon, mais malheureusement, nous avons pris l'habitude au Togo de continuer la route comme si tout va bien. Et donc, on va faire la rentrée et on va constater à la fin de l'année que le niveau baisse toujours et on sera obligé de toujours diminuer les points, la moyenne à prendre pour la classe supérieure pour qu'on puisse dire que nous avons quand même des gens qui ont réussi. Et ça, c'est vraiment dommage. Ildefonse voulait réagir. Est-ce qu'en prenant par exemple un mois de vacances, ou en décidant de prendre un mois de vacances, le gouvernement a pensé en général, on parle des cours de vacances, c'est pour ceux qui sont dans les capitales, pas pour tout le monde d'ailleurs, lorsque vous descendez un peu plus à l'intérieur, personne ne connaît les cours de vacances. Les gens se débrouillent, certains vont au Nigeria, en Côte d'Ivoire, pour aller chercher de l'argent, les élèves eux-mêmes, pour venir reprendre les activités, payer leurs fournitures, leurs kits scolaires. Est-ce qu'on a pensé à tout ce monde-là aussi? Moi, ce que je me pose comme question, c'est que tout ce que nous relevons aujourd'hui comme insuffisance dans le domaine de l'éducation au Togo, la faute est à qui? Posons la question, savoir à qui la faute? Qui tire les ficelles derrière tout ce que nous trimballons comme difficulté depuis des années? C'est les mêmes problèmes qui reviennent à la rentrée. C'est les mêmes revendications, c'est les mêmes doléances. Bon, maintenant, ce que je sais, ce que j'ai toujours dit, quand on se réfère au protocole additionnel de la CEDEAO, par rapport à l'éducation, par rapport à l'agriculture, par rapport à la santé, puisque c'est les 3 secteurs qui sont pris en compte par le protocole additionnel. On dit que vous devez tout faire pour que ces 3 secteurs-là occupent au moins 45% du budget de l'État. Au Togo, est-ce que c'est ça? Les trois secteurs réunis n'atteignent pas 10%. Pourquoi? Et dans le même temps, on a relevé il y a quelques années que les flux illicites avoisinent les 1000 milliards. Mais tout ça là, qui sont les auteurs de ces fuites de capitaux dans nos pays? Même si on nous dit que cela ne concerne pas la gestion normale, je sais
que lorsqu'on vote un budget, il y a des dépenses fictives qui avoisinent les milliards. J'en sais quelque chose. Parce que je suis directeur de publication d'un journal qui essaie de faire des investigations. J'ai écouté des ministres qui m'ont dit que le budget voté, quel que soit le budget, il y en a des dépenses fictives qui avoisinent des milliards. Mais qu'est-ce qu'on en fait pour que au moins l'éducation qui aujourd'hui est au trépas, excusez-moi d'utiliser cette expression, qui est au trépas, connaisse cette situation-là. J'ai dit sur ce plateau, il y a quelques semaines, que j'ai entendu un ministre du gouvernement togolais dire que l'éducation n'est pas la priorité du gouvernement de M. Faure Gnassingbé. C'est qui ce ministre-là? C'est le ministre Gilbert Bawara qui l'a dit. Je vous ai dit que j'ai encore la bande de ce qu'il a dit sur Radio Victoire FM, je précise. Maintenant, c'est quoi sa priorité? Mais allez leur poser la question. C'est vous qui avez écouté, je pensais que je ne suis pas donné ça là-bas. Non mais, qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? C'est quoi sa priorité? La priorité du gouvernement, oui. Je ne suis pas ministre, bizarrement. Je suis journaliste, je suis patron de presse. Je serai dans le gouvernement de M. Faure Gnassingbé. Et bizarrement, j'ai écouté le même ministre ce matin se prononçant sur les élections à venir. Parce que ayant représenté peut-être sa formation politique, puisqu'on l'a nommé point focal du Parti uni, qui disait que quand vous prenez la population togolaise, au moins 60% de cette population-là est jeune. Qu'est-ce qu'on fait à la jeunesse? Prenez l'éducation, elle est bafouée. Prenez ce qu'on a qualifié du gouvernement ou bien du projet du chef de l'État axé sur le social. Combien de sociétés d'État ont mis la clé sous le paillasson et ont congédié des jeunes? Je peux citer ces sociétés d'État-là dans lesquelles nos frères et sœurs boulottent et qui aujourd'hui se retrouvent sans boulot. On nous a parlé de volontariat. J'ai dit c'est une bêtise. Je répète encore aujourd'hui, avec toutes les conséquences que cela peut engendrer sur ma personne. Vous parlez de volontariat. Lorsque vous prenez le code du travail au Togo, vous travaillez pour 35 ans et vous êtes admis à la retraite. Le volontariat, c'est pour 5 ans. Alors, les autres années, ceux que vous avez engagés pendant 5 ans deviendront quoi après 5 ans? Non, c'est pour des chômeurs. Juste acquérir de l'expérience professionnelle. Non. C'est la mission qui est confiée au volontariat. Non, c'est parce que nous sommes au niveau de la jeunesse togolaise que j'en parle. Comment vous pouvez, vous qui avez toutes les richesses du pays, concevoir un projet qui utilise pour 5 ans des gens et vous les renvoyez encore au chômage? C'est le non-sens. Ibrahim voulait ajouter quelque chose par rapport à la rentrée, ou bien bon, c'est consommé. Non, c'est on ira. consommé, oui. La rentrée, c'est pour. Bah, en tout cas, moi, c'est pour le moment. Si on s'en tient au communiqué du ministre, c'est le 24 septembre prochain. Et chacun se prépare vraiment pour que cette rentrée puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Quand je parlais tout à l'heure de ces jeunes qui doivent aller ailleurs, vous en savez Oui, quelque chose? Oui, dans votre zone là-bas, surtout dans notre zone, c'est ça. Je sais de quoi je parle. Oui. Non, vous avez raison, vous avez raison. Et j'ai eu à l'évoquer aussi plusieurs fois ici, parce que les jeunes que nous avons au septentrion, c'est des jeunes habituellement qui s'occupent de leur propre éducation. D'abord, les parents ne sont pas favorables à ce que les enfants aillent à l'école. Donc, quand vous allez à l'école, c'est que vous-même vous devez supporter tout ce que cela a comme coût et charge. Et donc, les enfants, du coup, c'est pendant les vacances que les élèves, nos jeunes sœurs vont soit au Nigeria, au Burkina ou bien en Côte d'Ivoire pour faire des petits jobs, de la débrouillardise pour réunir quelques fonds et venir reprendre les cours. Donc maintenant avec les 30 jours, ce n'est pas évident quand même que les gens puissent voyager. M. Spiro disait qu'il y a certains qui n'ont pas encore digéré leur échec. Vous comprenez, quand on n'a pas encore digéré son échec, on ne peut pas se permettre de voyager pour aller chercher encore. Donc voilà, il y a beaucoup de contingences qui amènent à dire que nos autorités togolaises, c'est vrai, leur souci c'est que la rentrée démarre en septembre, mais une chose est d'avoir de bonnes intentions, l'autre est de voir le contexte, si le contexte s'y prête, si c'est opportun, ou bien si nous pouvons, en ayant cette volonté, et quand nous mettons ça en œuvre, est-ce que cela ne va pas créer d'autres désagréments? Moi, je pense que les gens veulent faire, en tout cas, bonne presse
On veut impressionner parce que le Togo aussi va commencer la rentrée en septembre, mais est-ce que Comme nous sommes prêts? Espérons l'autre conséquence que certains imaginent déjà, c'est que beaucoup d'élèves, alors qu'en défendant, abandonnent, faute de moyens. Mais ils sont obligés d'abandonner. Et quand vous êtes hors de Lomé, vous avez l'impression quand même qu'à Lomé, les gens vont à l'école. Nous sommes avec les apprenants et nous savons les réalités. Hier, je lisais quelque part qu'au niveau de Sotobois, il y a eu un drame parce que 55 élèves sont tombés enceintes. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal dans la mesure où les parents n'ont pas les moyens, avec la crise là, de subvenir aux besoins. Les jeunes filles ont besoin de payer la scolarité, les jeunes filles ont besoin de s'habiller et de manger. Et ce n'est pas rare. Vous voyez, même à Lomé, il fut une période où on a sorti des listes qui ont été partagées sur WhatsApp pour dire telle école est l'école de prostituées, telle école. Mais la crise est telle que si le gouvernement togolais ne revoit pas effectivement ce problème de social là, pour rééquilibrer un peu les choses, je pense que nous allons à la dérive. Tout à l'heure, Ildefonse a voulu utiliser le mot trépas, il pensait que c'était trop fort, il voulait trouver un plus bas. Je crois que nous sommes en train de faire mourir l'éducation au Togo. Dans aucun pays normal, on ne peut pas concevoir que l'éducation et la santé soient les parents pauvres d'un budget annuel. Et surtout qu'on a placé le mandat sous le sceau du mandat social. Vous voyez, on donne beaucoup d'argent, par exemple, au développement à la base. Mais le développement à la base doit être fait par qui? En principe par les jeunes. Mais les jeunes qui doivent le faire doivent avoir quoi? Une éducation. Mais pour avoir l'éducation, il faut que l'école fonctionne. C'est un tout. L'État, c'est un tout qu'il faut pouvoir gérer de façon, j'allais dire concomitante, mais de façon opportune. Et malheureusement, je pense qu'il y a trop de problèmes par rapport à ces facteurs importants-là. Et ça fait longtemps que nous avons appelé aux états généraux de tous les secteurs d'activité du Togo. Je pense que c'est pour ça que malheureusement, enfin, ou en tout cas on n'est pas encore là-bas, c'est pour ça que je disais qu'un gouvernement de transition avec des technocrates aura pour cahier de charge, par exemple, de faire des états généraux sectoriels où les professionnels de chaque milieu vont lister les problèmes, vont essayer de donner des approches de solutions et on va essayer de les mettre en œuvre. Et ce n'est qu'en faisant ça, quand quelqu'un est dans son bureau pour penser et envoyer des directives, ce n'est pas la même chose que celui qui est sur le terrain et qui voit les réalités. Et pour finir avec ça, enfin, en tout cas, pour répondre à la question, je pense que si on ne voit pas les conditions de vie des citoyens togolais, les écoles privées vont fermer parce que les parents n'auront pas les moyens de payer la scolarité. Les écoles publiques seront surchargées, mais les élèves qui seront même là-bas n'auront pas les moyens de fréquenter parce qu'ils n'auraient pas à manger suffisamment. Et donc, la conséquence directe, la délinquance juvénile va augmenter et malheureusement, l'économie du pays va encore plonger. Et pour un pays où la force est censée être la jeunesse, je pense qu'il y a le tir à recadrer, sinon nous courons dans le mur. Peut-être que la coopération avec la Chine va aider le Togo à sortir de cette mauvaise passe. Spiro, c'est notre troisième sommet. On a vu le Togo, ça fait une semaine que le chef de l'État est parti avec une forte délégation en train de négocier avec la puissance de la Chine pour avoir quand même des retombées pour le pays. Ça peut aider. Quand vous achetez une belle voiture neuve, que vous venez garer sur un tas d'immondices, vous n'avez rien fait de nouveau. Quand vous achetez une voiture neuve, avant de la ramener à la maison, il faut avoir arrangé le garage pour que vous ayez la même fierté quand vous voulez refaire ressortir la voiture. C'est où la voiture? C'est où les immondices? C'est une bonne chose et c'est tout à fait un espoir que le chef de l'État aille négocier des choses. Mais dans la mesure où les aides que nous recevons déjà, nous disons que ces aides-là sont mal gérées. Ce qu'on va recevoir en plus, ça va être comment? Ça va être toujours mal géré. Et on a dit que c'est 20% de la population togolaise qui s'accapare des richesses du pays. Si on négocie quelque chose, c'est à croire que ce n'est que pour ces 20%-là. Et donc finalement, nous, on n'a pas à être content ou à ne pas être content de ce qui va être négocié. Et ce que les gens oublient, c'est que quand on a parlé de ce sommet-là, on a dit que c'est un sommet gagnant-gagnant. La Chine ne fait pas ça pour les beaux yeux des pays africains. La Chine va prendre quoi? Et déjà, nous, on a
le port qui ne nous appartient plus, on a les phosphates qui ne nous appartiennent plus, on a plein de choses qui ne nous appartiennent plus. Quand la Chine va venir et qu'elle aussi va prendre des choses, finalement, qu'est-ce que nous laissons à la postérité? N'oubliez pas, je pense que tous les leaders d'opinion, tous les dirigeants, le matin quand ils se lèvent, ils doivent s'amuser à relire les composantes de l'hymne de notre pays pour voir un peu si ce qu'ils font, ça c'est conforme à l'hymne de notre pays, aux aspirations de ce peuple-là au moment où on avait l'indépendance. Coopération avec la Chine, c'est vrai, c'est bon, mais ça apporte quoi concrètement si on n'a pas pris soin de mettre les choses correctement en ordre dans le pays avant d'avoir ces aides-là? Ibrahim Acha, la Chine a beaucoup apporté déjà au Togo sur le plan infrastructure. Sauf qu'il y en a qui pensent que la coopération avec la Chine, c'est beaucoup plus l'autre renversant, puisque la Chine vient avec tout. Oui, le problème avec la Chine, c'est que la Chine n'a pas de conditionnalité rigide en matière d'aide. Ce n'est pas comme ce qui se passe avec les Occidentaux, qui sont beaucoup plus regardants par rapport à la démocratie, au respect des droits de l'homme et par rapport aussi au problème de liberté. Comprenez, donc la Chine, il n'y a pas ce souci de démocratie, il n'y a pas ce souci de droits de l'homme. Ce qui les importe, c'est le business, puisque la Chine s'inscrit dans une dynamique de business. On parle de coopération gagnant-gagnant, donc ce qu'on investit en Afrique, c'est qu'elle s'attend aussi à une rentabilité, c'est ça la psychologie d'un homme d'affaires, d'un businessman. Voilà. Outre cela, ce qui est quand même important à relever dans le voyage du chef de l'État, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas une balade, comme on a l'habitude de le remarquer avec les sommets, où les chefs d'État se présentent juste pour une certaine apparition, et faire un bain de foule ou bien serrer la main du dirigeant. Mais ici au Togo, le chef de l'État est parti avec un programme ambitieux, le plan national du développement. Ah bon? Et c'est ce plan qu'il est allé négocier en Chine pour que des potentiels bailleurs puissent financer le développement de notre pays et trouver aussi des partenariats, puisque dans ce plan, il y a un axe qui parle de transformer le Togo, de faire du Togo un hub en matière industrielle et autres, et tout ça là dans la sous-région. C'est déjà ambitieux, ce n'est plus des stratégies de développement comme le ferait une ONG de village, comme on a eu à distribuer des houes et des dabas, pour nous faire croire qu'on est dans une dynamique de développement dans ce pays. Donc maintenant, ce que nous avons avec ce plan, c'est que ça, c'est ambitieux. Et on se dit qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent maintenant grand, des gens qui ont de la vision pour le Togo, parce que ce plan va couvrir la période 2018-2000, c'est un plan quinquennal, 2022, et ça permettra 23, vraiment, oui, 23, oui. Et ça permettra vraiment au Togo de trouver au moins une base en matière de développement. Mais ce que je voulais préciser, nous sommes des journalistes, parce qu'il faudrait que lorsqu'il y a quand même de ces projets, qu'on ait un regard critique aussi dans cela. Là, je voulais parler du cas de transfert de compétences et de technologies, parce que c'est prévu par le plan, et le chef de l'État a plaidé cela devant les industriels, devant les opérateurs économiques chinois. Mais que ce transfert de technologie se fasse dans la réalité, et surtout que cette délocalisation voulue des entreprises chinoises, cette délocalisation vers le Togo, ne soit pas une source d'exploitation de nos compatriotes, comme c'est le cas actuellement dans la zone franche. Ça se constate, oui. Voilà. Donc il faudrait que ce nouveau partenariat tiennent compte de ce social, parce que ce sont les jeunes qui vont travailler là-bas. Il faut aussi voir le côté formation, parce qu'il ne faudrait pas qu'on délocalise les entreprises ici au Togo et finalement on va voir que c'est les Chinois qui vont encore quitter la Chine pour venir travailler ici. Dans ce cas, ce n'est plus le développement, parce que nous serons sous le régime de la consommation. On vient construire des choses, nous consommons seulement. Nous-mêmes ne participons pas à la création de la richesse, nous ne participons pas à la création, à la construction du pays. Et ce faisant, vous allez voir que les entreprises chinoises vont venir faire du business, et après quand ils prennent de l'argent, ce qu'ils vont rapatrier ça en Chine, et nous allons rester pauvres. Donc il faudrait qu'on repense vraiment le mécanisme, que les autorités togolaises voient dans quelle mesure il y aura des lois en matière de protection sociale et en matière de loi, en tout cas de code de travail, pour que les entreprises qui vont arriver puissent signer des contrats
qui puisse amener aussi les jeunes Togolais à s'épanouir. Non, je vois jusque-là, il dépend de sourire, il continue pas à sourire, il dépend ce qu'il fait sourire. Non, mais quand j'entends Ibrahim parler parler D'un plan ambitieux. d'un plan ambitieux de M. Faure Gnassingbé. Le PND, le Programme National de Développement. C'est ça qui me fait sourire. Mais en réalité, la question que je me pose, dans la globalité, je dis, qu'est-ce que les voyages du chef de l'État rapportent concrètement au peuple togolais? Dites-moi, sincèrement, qu'est-ce que ça rapporte au peuple? Sur le terrain, c'est le contraste. Lorsque vous parlez de bailleurs de fonds, vous parlez d'industriels, et que dans le même temps, vous congédiez des jeunes dans vos sociétés d'État. Vous faites allusion à quelle société? Ah mais il y a beaucoup de sociétés. Je peux parler de Wassem, je parle de... D'ailleurs, on n'en parle plus, SNPT, Oui. on n'en parle plus. Je 600, parle de oui. Seco BTP, je parle de Togo Rail, je parle de beaucoup de sociétés d'État qui ont mis la clé sous le paillasson. Mais dans le même temps, c'est le chef de l'État qui va là, qui discute avec des bailleurs de fonds, avec des industriels. On dit on vous ramène. Et lorsqu'on ramène, ce sont ces sociétés-là qui ferment. Mais sur le terrain, soyons sérieux. Ce qui m'a fait sourire tout à l'heure, quand il était en train de défendre ce programme de M. Faure, je me suis rappelé cette image de M. Faure Gnassingbé, M. Bolloré. Parce que dans cette histoire de Chine, j'ai entendu le correspondant qui parlait des chemins de fer qui doivent partir de Lomé ou bien du sud au nord. De Lomé à 57. Mais ça m'a fait sourire tellement j'ai pensé à Bolloré parce que c'était la même chose. Et j'ai vu le chef de l'État qui était à bord d'un train. Aujourd'hui, c'est devenu un éléphant blanc qu'on cesse de nous avertir. Je pose la question de savoir, les voyages du chef de l'État, concrètement parlant, ça donne quoi sur le terrain? Parce que le paradoxe, je le relève. Vous ne pouvez pas nous dire que la Chine est une grande puissance. Au moment même où vous travaillez avec la Chine, chez vous au Togo, lorsque vous ramenez les bailleurs de fonds, vous ramenez les industriels, vous ramenez les opérateurs, on ferme les sociétés d'État. C'est un paradoxe. Voilà. Spiro voulait ajouter quelque chose. Oui, Quand on parlait du PND, avant le PND, il y a eu d'autres La SCAP. projets. Il y a eu SCAP, il y a eu le DSLP. mais si ça se multiplie, ça voudrait dire que ce n'est pas efficace. Si ça a été efficace, on va consolider plutôt, on ne va même pas changer de nom. On va continuer. Si ça a échoué, enfin si on change de nom, c'est que le premier a échoué, on a été obligé d'essayer autre Oui, chose. c'est avec le DSLP, le temps de Gilbert Barra qui le défendait. On ne peut pas continuer par Après, faire les des SCAP. essais. Gérer un pays ne peut pas être un laboratoire où on fait des essais. Il y a des conseillers qui sont largement et suffisamment payés dans notre pays pour réfléchir correctement. Et le plus simple, c'est de travailler avec les Togolais eux-mêmes. Et ils vont pouvoir dire, les gens qui sont sur le terrain ont plus d'informations à donner que les gens qui sont assis dans les bureaux pour donner les informations. Et plus grave encore, voyez, quand on va prendre une société d'informatique en Chine pour arriver à Lomé, on dit coopération Chine-Afrique ou Chine-Togo, et on installe cette société-là. Est-ce que les structures du Togo ont les moyens financiers pour faire la concurrence? Non. Ça veut dire que la société qui va venir peut vendre la même chose à 50 francs, alors que vous êtes obligé de vendre à 1000 francs. Et dans ce cas, on va acheter chez qui? Celui qui va à 50 francs. Résultat, votre société est obligée de fermer. Est-ce qu'on a préparé les entreprises togolaises à faire face à une quelconque concurrence? Si ce n'est que pour nous donner du travail, ça veut dire que les entreprises là vont venir, vont s'implanter, vont prendre de l'argent, vont rapatrier de l'argent. Prenez la zone franche. Est-ce que la zone franche rapporte encore véritablement au Togo? Je ne crois pas. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? On tourne en rond. Et c'est pour ça que quand j'ai dit tout à l'heure que quand vous achetez une nouvelle voiture, il faudrait d'abord aménager l'endroit où la voiture va rester. Sinon, vous n'avez rien fait de concret. Donc le Togo pour le moment n'est pas propre. Dans ce cas-ci, on doit parler du Togo, on ne dira pas que ce n'est pas propre, mais on dira que le Togo n'est pas encore préparé à recevoir cette coopération-là. Et c'est pour ça que je pense que le risque est très grand, que ce soit plutôt des coopérations Chine et quelques particuliers du Togo, notamment les 20% qui arrivent à faire face à cette difficulté. Mais si on parle de l'écart. Mais ça ne profite pas. Vous voyez, par exemple, je suis sûr que
j'ai entendu, on a dit qu'il y a eu un accord au-delà de l'agropole, ils ont dit ils ont signé un truc en Chine pour faire l'agriculture. Ils vont prendre combien de personnes dans ça? Surtout qu'ils vont construire quelque chose quelque part. Surtout que vers la Corée, c'est à côté de Haute. Le malheur est qu'on n'a pas su susciter chez le Togolais, le jeune Togolais diplômé, l'engouement pour aller faire le travail agricole. Donc les vieux qui sont dans les fermes, il y en a combien qui vont profiter de ça? C'est pour ça que je dis en réalité, ceux qui pourront profiter seront les gens qui auront de grands espaces. Et les grands espaces sont détenus par qui? Ceux qui ont les grands moyens. Et les grands moyens, c'est quoi? C'est les 20%. Peut-être qu'avant d'implanter la ferme agricole, là-bas, on va aménager la voie du moins qui va vers là, puisque la route est toujours abandonnée. Et des fonds sous dire quelque chose. Oui. Tu as vu ce que tu viens de dire tout à l'heure? Non, c'est juste un rappel, hein, puisque on parle d'accord, oui, c'est juste. Mais la voie est toujours à l'abandon. Voilà, c'est juste un rappel. Est-ce qu'on a demandé à bitumer cette voie-là? Oui. Si cette voie-là peut donner quelque chose à l'économie togolaise. Bon, maintenant, si oui, pourquoi jusqu'aujourd'hui ça traîne? Si vous savez très bien que cette voie-là peut apporter quelque chose à l'économie togolaise, pourquoi vous traînez à la bitumer? Mais vous savez, ce qui m'a fait sourire tout à l'heure quand Spiro était en train de parler, c'était ce message-là qu'une Africaine a envoyé sur son compte Facebook qui dit « Merci à la Chine de garder tous ces chefs d'État africains là-bas. On ne les veut plus. Gardez-les là-bas. Qu'ils ne reviennent plus. Parce qu'on vous donne cadeau. Parce qu'ils font en sorte que l'Afrique traîne. » Au-delà de cela, en tant que journaliste, j'ai lu et je me dis également que ce n'est seulement pas le Togo. 60 milliards de la Chine aux Africains, c'est beaucoup. Oui, mais c'est beaucoup. Mais ces 60 milliards-là font quoi concrètement aux Africains togolais? C'est quoi l'avantage? C'est quoi le bénéfice? C'est de cela qu'il est question. Si aujourd'hui, la Chine trouve seulement, ou bien le chef de l'État togolais trouve seulement qu'il faut aller discuter en Chine, c'est-à-dire axer son développement sur le business, et que ceux qui doivent bénéficier des avantages de ce business-là n'arrivent pas à se faire soigner, ça pose problème parce que vous ne pouvez jamais initier, vous ne pouvez jamais faire des initiatives en oubliant qu'il faut mettre l'être humain au centre de vos initiatives. Qui en seront les bénéficiaires? Dites-moi. Mais aujourd'hui au Togo, on n'arrive même pas à se faire soigner. Où tu vas, je le répète, où tu vas, tu es blessé, tu es accidenté, tu es malade, tu vas dans un hôpital pour te faire soigner, on te fait acheter du coton, on te fait acheter de l'alcool. Je ne comprends pas. Et tout récemment, on parlait des matériels périmés. Ça fait le tour du monde. Oui, mais vous savez, cette histoire-là, j'ai posé la question la dernière fois quand il était question de la rencontre citoyenne des forces vives là, au collège Saint-Joseph, la dernière fois à un médecin, j'ai dit, mais c'est vous les médecins qui font ça, et maintenant, vous nous vendez maintenant des produits périmés, alors que vous avez prêté serment de sauver notre vie. Vous voulez sauver notre vie et vous nous vendez des produits périmés. Il sourit, il dit, mais c'est le Togo. Mais c'est pas possible, on ne peut pas... Mais c'est incompréhensible. Vous savez, tout ça là, j'accepte qu'on me taxe d'opposant quand je dis des choses, mais je le dis parce que vous ne pouvez pas gouverner un État comme ça. J'ai posé la question à des gens qui sont plus âgés que moi. Est-ce que quand vous étiez encore plus jeune, c'était comme ça? On a dit non. Quand vous allez à l'hôpital, on ne vous demande, on ne vous prescrit même pas. On vous reçoit, le médecin qui vous reçoit, il fait le diagnostic, il demande en même temps qu'on commence votre traitement avant qu'on ne sache combien vous devez payer. Mais là, quand vous allez maintenant, il n'y a même pas le coton, il n'y a pas l'alcool. Mais ce qui est grave, c'est que nous ne pouvons pas parler du développement de notre pays. Le développement va aux citoyens togolais. Ce citoyen-là qui n'arrive pas à se faire soigner, il va mourir. Maintenant, ça va profiter à qui? Si vous mettez l'accent sur le développement et que les bénéficiaires n'arrivent même pas à se faire soigner quand ils sont malades, mais vous ne voyez pas que ça pose problème? Ce serait normal. Nous allons aménager d'abord la morgue et après on va aménager le reste. Mais voyez,
Non, je pense qu'il ne faut pas être alarmiste, hein, parce que quand vous prenez un peu, en tout cas, le plan national du développement et tout ce qui a été décliné dedans, vous voyez quand même que demain sera meilleur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déclinées dedans, et quand vous prenez les axes, vous voyez que... Tout comme le SLP, tout comme la SCAP. Non, mais ça a été bien écrit aussi. Ce qui est intéressant avec le PND, c'est que je vois le chef de l'État impliqué et au devant de la chose. C'est déjà un signe, en tout cas à mon avis, moi je vois... Il est là jusqu'en 2023. Non mais avant c'était qui? Un instant. Le développement était l'affaire de quelques collaborateurs qui cela jouait, parce que le chef de l'État était enfermé dans sa tour d'ivoire, il contemplait les choses, mais depuis qu'il y a eu, en tout cas comme nous le disons, la vague de contestation qui a secoué tout le monde, les gens sont sortis de leur tour d'ivoire et ont compris le message des Togolais. Le message des Togolais, c'est la lutte contre la pauvreté. Et la pauvreté a été beaucoup plus accentuée au Togo parce qu'il y avait trop de laxisme, il n'y avait pas de contrôle et la corruption vraiment avait gagné tous les secteurs. Tu me permets de te poser juste une petite question. Non, c'est moi qui suis pas venu pour défendre. Juste dans l'analyse, quand tu dis par exemple que maintenant le chef de l'État va être plus impliqué, j'allais dire simplement que ça ferait plaisir à tous les Togolais. Mais impliqué, ça suppose au moins qu'ils disent quelque chose dans la crise elle-même. Et jusque-là, on ne l'a pas entendu dans cette crise-là. Et l'occasion peut-être sera donnée. Peut-être qu'il aura l'occasion de parler de la crise, ça c'est le volet politique de la chose. Moi je parle du développement. Et puisque j'ai toujours dit ici que ce que nous traversons comme crise politique actuellement, c'est que les Togolais doivent vite faire pour régler cette crise et aller vers le développement. Parce que c'est l'enjeu maintenant dans la sous-région. Quand vous prenez les autres pays, tout ce qui est fait, c'est pour positionner le pays, c'est pour aller vers le développement. Mais le Togo est toujours à la traîne. Oui. Vous voyez ça, mais c'est vraiment, et ça nous chagrine quand nous voyons, quand nous voyons qu'au Togo, on a encore un problème de test fondamental. C'est-à-dire que c'est comme la République n'existait pas. On a encore un problème de constitution actuellement. Pendant ce temps, au Ghana, on parle de comment construire les engins pour l'agriculture. Au Burkina Faso, on pense à comment aller vers une agriculture qui puisse produire sur l'hectare au moins jusqu'à 6 à 7 tonnes. Vous comprenez? Mais au Togo, l'agriculture est à la traîne. Et pourtant, on nous dit qu'il y a eu des projets, il y a eu ceci, il y a des discours vraiment à vous faire dormir, tout comme si on s'occupait véritablement de l'agriculture. J'ai toujours dit que c'est l'agriculture sur papier qu'on fait au Togo. Ça, c'est de beaux discours, des ateliers. Mais il faut aller vers le concret. C'est le concret que nous voulons. Et avec le PND, selon ce que le chef de l'État lui-même dit, quand vous suivez un peu sur son compte Twitter, mais il est optimiste, il se dit que ça va marcher. Et c'est comme toujours que ça marche. C'est le contrôle. Oui, il faut qu'on lutte contre la corruption. Honoré, non. On parle de la crise. Oui, excuse-moi. Non, Honoré, excuse-moi. Nous n'allons pas passer tout le temps, des fois, à parler rien que de la politique, mais essayons aujourd'hui. Mais comme c'est la politique, oui, essayons aujourd'hui de nous mettre en phase avec certaines réalités togolaises du monde social. Mais qu'est-ce que le chef de l'État a dit par rapport à ces projets-là qui sont passés et qui n'ont rien donné? Qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'est-ce qu'il dira? Qu'est-ce qu'il prouve aujourd'hui? Comment ça a été piloté? C'est là la question. Comment ça a été piloté? Moi je dis, mais il est là, il est le chef de tous les Togolais. On fait des programmes, on soumet au chef de l'État. Il n'a pas le retour, il n'y a pas d'audit. Vous savez combien de sociétés d'État ont mis la clé sous le paillasson? Quels ont été les audits qui ont été faits? Qu'est-ce qui ont été à la base de la fermeture de ces sociétés d'État? Qu'est-ce qu'on nous dira aujourd'hui? Qui sont les auteurs de la faillite de l'économie togolaise? Le problème, c'est que avec ce n'est pas un dialogue entre le financement, le financement, la première réunion, nous attendons de la parole. Vous n'avez plus la parole. La première réunion du comité de suivi de la CEDEAO après le sommet, c'est lundi, c'est attendu. Depuis là, qu'est-ce qui peut se passer le lundi pour que rapidement le calme puisse revenir, puisqu'on a constaté que depuis quelque temps, les lignes n'ont commencé pas à bouger dans les sens inverses. Je voudrais faire une doléance, qu'on nous accorde un peu plus de temps pour l'émission, pour régler les problèmes économiques, parce qu'on s'est rendu compte que les problèmes politiques ne nous ont amené à rien de bon jusqu'à présent. Ou alors qu'on fasse une autre émission à laquelle nous pourrons participer. Voilà, ça ma doléance. Demain, enfin lundi, les facilitateurs seront là. Et il paraît que c'est pour... c'est la première réunion du comité de suivi. Moi, ça me met mal à l'aise quand on l'appelle ainsi.
comité de suivi, ça veut dire que les recommandations, on a commencé par les mettre en œuvre. Or, jusqu'à présent, on ne voit pas. On ne voit pas. Nous, au niveau de la société civile, nous avons remarqué que ce qu'il convient maintenant d'appeler la feuille de route manque cruellement en chronogramme. On nous a donné qu'une seule date, le 20 décembre. Le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Et j'ai commencé juste au lendemain du 31 juillet à décliner personnellement des choses que j'aurais aimé voir, notamment les mesures d'apaisement d'abord, ensuite la formation des commissions, etc., etc. Mais on n'a vu qu'une seule chose qui s'est passée, c'est que la CENI a commencé une course effrénée et les autres criaient de s'arrêter, comme une voiture sans frein, elle ne s'arrête pas. Alors, qu'est-ce que la CEDEAO va faire concrètement? Au-delà de dire que c'est un comité de suivi, ça va être, ce qui va être crucial, c'est de remettre tout à plat et de s'asseoir avec les autres pour fixer un chronogramme réel de ce qui est urgent de faire. Et ce qui est urgent de faire, c'est de resserrer, de redonner la confiance entre les acteurs. Et cette confiance-là, les gens ont dit, on veut des mesures d'apaisement. Et vous avez dit oui, faisons d'abord les mesures d'apaisement. Et puis le reste, ça va progresser. J'ai appris, par exemple, que la coalition se prépare à envoyer une proposition de loi. Ok, tant mieux. Mais voilà des choses concrètes qu'on peut nous demander de faire en attendant. Au lieu de commencer par courir pour dire qu'on va faire les élections au plus tard le 20 décembre. La date, là, en quoi ça nous lie obligatoirement? C'est la CEDEAO qui a dit. Oui, mais la CEDEAO a donné une date. Mais est-ce que dans la pratique, dans la réalité, est-ce que nous sommes en mesure de respecter cette date-là? Si on n'a pas commencé jusqu'à présent par faire les réformes d'abord. Parce qu'il faut faire les réformes. Rappelons-nous tout simplement que depuis plusieurs années, depuis au moins 2006, 2009, on nous a toujours promis, après les élections, on fera les réformes. Après les élections, on fera les réformes. On est là jusqu'à maintenant. On va encore attendre le 20 décembre passé d'abord avant les réformes. Le ministre Bawara a dit au cours de la semaine que ces réformes seront faites avant le 20 décembre. Il défend sa critique. Excusez-moi, je ne crois pas au ministre Bawara. Pourquoi? Je ne crois pas pour avoir une idée de cette personnalité qui, dans le passé, a dit « la page des réformes est tournée ». Il parle de quelle réforme aujourd'hui? Je l'ai écouté. J'ai écouté Flora Maganawe qui a parlé de la caducité de l'APG, d'où ressort ces réformes-là. Ces réformes-là. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est de savoir, ceux qui nous dirigent, est-ce qu'ils ont une culture de l'État? C'est-à-dire que vous êtes en face des gens qui se disent responsables, autorités, mais qui en réalité, quand ils parlent, ils font le contraire de ce qu'ils disent. C'est ça qui me dérange, moi. Et dans tout ça, je me pose la question de savoir s'il y a une dose de volonté de faire les choses comme comme cela doit être dans notre pays. Et parlant justement de cela, j'interpelle le chef de l'État. J'ai toujours dit, même si nous disons que M. Faure Gnassingbé, des gens comme moi, qui l'accusons, qui disons que c'est lui, et je répète encore que je l'interpelle parce que jusqu'à preuve du contraire, il est le papa de la famille Togo. S'il a pu instruire ses ministres, à faire en sorte que la feuille de route soit mise en application, mais il est le père de cette famille-là. Il n'a pas que des ministres qui sont pour la plupart sortis de sa formation politique. Il a aussi en face de lui des gens qui s'opposent à son pouvoir, qui peut, en tant que... Mais jusqu'aujourd'hui, quand on va même dans le plus dernier pays du monde, et on demande le président de la République du Togo, il s'appelle comment? On nous dira qui? Faure Gnassingbé. C'est pas ça? C'est parce que je reconnais, et avec tout le respect que je lui dois, je dis, s'il doit être le papa de la République du Togo, il faut au moins qu'il prouve dans sa démarche qu'il a une volonté que le Togo connaisse au moins l'apaisement. Et cet apaisement-là partira de M. Faure Gnassingbé qui nous montrera à nous, citoyens togolais, qu'il a la volonté que tout se passe très bien dans son pays. Autrement dit, comme quelqu'un a toujours dit, et je répète, sans avoir crainte, que le Togo est dirigé par procuration.
procuration. Parce que lui, il est là, on le voit en tant que président de la République. Mais dans l'ombre, ce sont des gens qui dirigent ce pays. Il a donné la procuration à qui? Ah, mais vous savez, vous voulez que je vous dise une chose? Je l'ai dit la dernière fois, je dis, quand vous cherchez dans ce pays-là, remarquez la manière dont l'armée agit. L'armée à qui on a dit, vous, jeux politiques, vous ne devez pas vous y mêler. Remarquez depuis 1963, passant par 2005, 19 août jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir le rôle que jouent les pontes de l'armée togolaise et vous tirerez les réponses que vous avez. Non, la procuration vient de là. Ibrahim, pour terminer. Non, mais quand tu parles de procuration, je ne vois que le chef de l'État, pour une activité, le président de la République. Il n'a donné procuration à personne. Non, il n'a donné procuration à personne parce que personne ne décide à sa place, à mon avis. Voilà. Et donc, si nous revenons par rapport à la venue de cette délégation de la CEDEAO, c'est dit que d'abord c'est une délégation de la CEDEAO qui arrive, ce n'est pas à proprement parler le comité de suivi qui arrive. Donc, lorsqu'ils seront là, s'ils vont mettre sur pied ce comité de suivi, c'est tant mieux, on le verra. Mais est-il dit qu'il y a une feuille de route qui a été rendue publique depuis le 31. Et donc, le Togo a connu aussi des activités, actions politiques. Je parlais du travail que fait la CENI actuellement. La CEDEAO va se prononcer éventuellement là-dessus pour voir si c'est conforme à l'esprit de la feuille de route, c'est-à-dire que tout ce que la CENI a fait, si c'est conforme, la CEDEAO aura à se prononcer s'il y a recadré certaines choses, elle n'hésitera pas. Et l'autre aspect aussi, bon, du moment où tous les Togolais, le Togo plutôt est sous tutelle de la CEDEAO, ce qui ne devait pas être, les Togolais ne se font pas confiance et on dit ce qu'il y a lieu de faire pour la normalisation de la vie politique dans notre pays. Donc on espère que ces étrangers ils vont venir, mais il faudrait qu'on mette aussi dans notre tête que quand il y a des missions comme ça au niveau de la CEDEAO, ceux qui viennent en mission ne perdent pas l'aspect per diem, l'aspect et autres là. Donc s'il faut multiplier encore ces deux missions, ils n'hésiteront pas à venir faire les choses au minimum pour avoir l'occasion de venir au Togo. Voilà. Et 30 secondes pour finir, le week-end ça va se passer où? Oh, le week-end nous sommes à Lomé. Vous savez, moi j'aime bien mon pays, je n'aime pas sortir trop du Togo parce que je m'y plais bien. Mais sauf que ce que nous demandons, c'est qu'il y ait de l'amélioration, que les gens se ressaisissent pour que le Togo soit vraiment ce pays où il fait bon vivre. Et Ildefonse Akwaki, vous allez fêter? Fêter, non, mais je compte aller à l'intérieur du pays pour donner la parole au nom de la Gazette aux citoyens togolais pour qu'ils se prononcent sur la situation qui prévaut dans notre pays. Je présume que c'est la suite de Akaraken. Non, malheureusement, nous n'avons pas trop la tête à faire la fête. Nous, on aura du travail à faire demain. Donc on va encore s'atteler au travail et le dimanche on va se reposer. Mais espérons que le week-end mettra un peu plus d'esprit de patriotisme dans la tête des uns et des autres pour que le Togo avance. Merci beaucoup, Spero Maure, président du CACIT, collectif de l'association de lutte contre l'impunité au Togo, Ibrahim Acha, directeur de la publication de Temps Nouveau, et Ildefonse Akwaki, directeur du site d'information La Gazette du Togo. L'aide spéciale c'est bien terminé. L'émission a été mise en onde par Jean-Jacques Snobiatico. Bon week-end chez vous. Et on se retrouve lundi à partir de 16h. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.